Bonsoir chers téléspectateurs d'Expression. Aujourd'hui, nous recevons un ami, un partenaire, M. Souley Agara, c'est exceptionnel. Nous allons parler du pagne noir et de Bernard Dadier. C'est à ce titre qu'il a changé de place. Ensuite, nous recevrons un conteur Mormbeng, conteur sénégalais. Puis il y aura la rubrique de Innocente, celle de Diouf. Et enfin, on terminera par les sorties du cinéma. Innocente, bonsoir. Bonsoir Paul. Diouf, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un habitué du plateau. Souley, merci aujourd'hui de jouer ce rôle-là, de t'asseoir là-bas pour parler de Bernard Dadier. Mais je voudrais justement, avant que l'on commence, rendre un hommage à cet illustre homme par quelques secondes de silence, parce que c'est un monument de la littérature africaine, une fierté pour la Côte d'Ivoire, une fierté pour toute l'Afrique et le monde entier. Merci beaucoup, chers camarades, chers compagnons. Je voudrais d'abord commencer par présenter Bernard Dadier. Bernard Benlin Dadier est né en 1916 à Assigné, en Côte d'Ivoire. En 1933, il écrit sa première pièce de théâtre pour la fête de l'enfance à Abidjan, intitulée Les Villes. Il réussit la même année au concours d'entrée à l'école normale William-Ponty, située à l'époque sur l'île de Gorée, et finit ses études au Sénégal. Nommé en 1936 à l'IFAN, Institut français d'Afrique noire, qui devient par la suite Institut fondamental d'Afrique noire, il y restera 10 ans avant de regagner sa Côte d'Ivoire natale en 1947 pour prendre une part active à la lutte anticoloniale qui lui vaudra 16 mois d'emprisonnement pendant lesquels il rédige ses carnets de prison publiés en 1981. Il a occupé d'importantes fonctions administratives, gouvernementales, culturelles. Bernard Dadier a abordé presque tous les genres. Théâtre, Papa Sidi, Maître Escroc, Monsieur Togonini, que tout le monde connaît, extrêmement célèbre, des chroniques, des romans, Climbier, 1956, également très connu, et des contes, Légendes africaines, publiés en 1954, et Le Pagne noir en 1955. Donc, production littéraire très féconde. Il a obtenu le prix d'Afrique noire pour Le Patron de New York en 1965 et La ville où nul ne meurt en 1968. Donc un illustre homme. Souley, bonsoir, nous revenons vers toi. Bonsoir Paul. Souley, tout de suite, la première question qui me vient à l'esprit, c'est celle-là. Souley, c'est même pas une question. Souley, est-ce que tu peux nous faire une lecture du paratexte? Pourquoi d'abord le titre, Le Pagne noir? Ah, d'accord. D'abord le titre, Le Pagne noir. Le Pagne noir, comme vous le savez, était un recueil de contes. Et pour ce recueil de contes, on a la première de couverture où 3 couleurs dominent. Le noir comme la couleur du pagne noir remis à Aïwa et qui doit être transformé en pagne pur, blanc. Le noir comme le noir de la mélancolie, le noir des obstacles, le noir des problèmes, le noir des mystères. Eh bien, cette fille, elle va, grâce, à la magie du conte, ce pagne va être transformé. Il va être transformé et on a un jaune. Le jaune, c'est la lumière. Le jaune, sont ces pépites d'or qui brillent devant les yeux des enfants qui écoutent les contes le soir. Et au milieu, on a un personnage, on a une figure, la figure de Ananzé, Kakou Ananzé. Kakou Ananzé, c'est l'araignée. On pourra le présenter plus tard. Eh bien, Kakou Ananzé, il figure dans 11 contes sur les 16. Personnage qu'on présentera. Donc, Le Pagne noir, c'est à la fois le titre d'une des pièces, d'un des contes, et c'est le titre du recueil. Est-ce le recueil qui prend le titre du conte ou le conte qui prend le titre du recueil? On a le choix. Le résultat est le même. Voilà, le résultat est le même. En tout cas, c'est l'une des pièces, un bel échantillon qui montre la quintessence de l'art oratoire de Dadier. D'accord. Oui. Tu es à la place de l'invité pour parler d'un compatriote.
c'est un argument suffisant pour que tu ne sois pas aujourd'hui chroniqueur. Et le conte, les contes du recueil sont en général courts. Quelquefois même, ça relève de l'anecdote. Et pourquoi Bernard Dadier a-t-il fait ce choix d'écriture? Les premiers mots, civilité, effectivement, c'est un hommage. Et je suis vraiment honoré de parler, d'avoir l'occasion de parler de cette grande figure de la littérature qu'est Bernard Dadier. Ses contes, ses récits, ses écrits nous avons suivi tout le parcours, depuis le primaire jusqu'à l'université. On a été au contact de ses récits, de ses écrits. Alors, on fait remarquer que les contes choisis sont courts. De manière prosaïque, je dirais que ce choix, c'est pour faire beau et pour faire efficace. D'une manière plus élégante, on dira que ce choix obéit plutôt à un souci esthétique. Et ça procède d'une stratégie argumentative. Court ces contes pour être saisis comme des berceuses. Des berceuses. Les contes sont de belles histoires qui font rêver, qui nous plongent dans le merveilleux et qui nous sortent des tralala de la vie quotidienne, qui nous plongent dans le merveilleux, dans l'onirique et nous font rêver vraiment. Et c'est à la fois proche des anecdotes. C'est également un choix esthétique, mais c'est aussi un choix stratégique. Il faut que le conte atteigne ses finalités éducatives. Un récit est efficace quand il est simple, quand il est court. Et donc, au niveau de la lecture, c'est plus facile. Quand on veut initier ou faire reprendre le goût de la lecture à nos élèves, il ne faut pas choisir des récits trop longs. Les contes sont courts et au-delà du caractère merveilleux dans lequel ils nous plongent, c'est une facilité de lecture. Surtout maintenant que vous parlez des enfants, des élèves des enfants, mais également des parents qui ne lisent plus. Peut-être que justement la brièveté de ces contes-là va inciter à lire. Exact. Et j'espère qu'à la fin de notre émission d'ailleurs, comme on en a parlé en off, on va donner le goût de la relecture des contes et notamment de ces livres-là. Ce sera un hommage de toute l'Afrique et du monde entier à ce grand monsieur. Le conte est un genre majeur, il ne faut pas l'abandonner. Quand une société est un peu en panne, ça se voit avec sa pratique des contes, avec sa distance ou son adhésion aux contes. Ok. Moi, je voulais vous poser une question, c'est en rapport avec les thèmes. Quels sont, selon vous, les thèmes abordés dans ces contes? Et puis, peut-être après, est-ce que Bernard Dadier est sorti des sentiers battus? Bon, les thèmes sont nombreux. Les thèmes sont nombreux. De par le choix du genre déjà, les thèmes abordés dans les contes, si on s'en réfère à l'étude de Vladimir Prop, qui est un spécialiste en la matière, on peut noter que les contes de Dadier n'échappent pas au caractère universel qu'on retrouve dans presque tous les contes. Le schéma actentiel. Voilà, c'est presque les mêmes. Alors, d'une manière générale, Dadier nous réconcilie avec notre humanité. C'est les valeurs humanistes. Si vous voulez, de façon... c'est presque les mêmes valeurs qu'on retrouve dans les grands livres comme la Bible. Ces contes, quand on prend le premier, le paille noir, le conte phare du recueil, dans ce conte, on voit la valeur de la patience, la valeur de l'amour. Et Aïwa apparaît comme une incarnation de l'endurance, de la patience. La patience n'est pas facile. Et grâce à sa patience, grâce à son sourire,
elle va réussir à surmonter tous les obstacles. Et bon, bien sûr, il y a les croyances africaines et Dadier n'échappe pas. Tous ces contes nous permettent d'avoir une certaine conscience historique, d'avoir une connaissance de notre civilisation. Voyez. Et chez lui également, il y a au niveau thématique, il y a, en dehors de la conscience historique, la connaissance même de la géographie. Vous verrez, c'est une particularité chez Dadier. Ces contes permettent de connaître la faune et la flore. On a l'impression que c'est un botaniste parfois qui nous parle. On a l'impression que c'est le zoo, qu'il nous promène dans un zoo. Un bestiaire assez développé. Très développé. Et cela dans une espèce de communion, d'harmonie, l'homme en communion avec la nature. Et donc on voit là une espèce d'élan zoologique et écologique, qui est aujourd'hui un enjeu majeur dans les politiques de développement. Maintenant que tu parles de la faune, de la flore, de l'écologie justement, et que c'est souvent je pense que les organismes internationaux qui viennent d'ailleurs et qui nous proposent des thèmes, des sujets, ils nous proposent des techniques, n'est-ce pas, pour sortir de la destruction de la faune et de la flore. Oui. Ces organismes gagneraient plutôt à revenir à la tradition, aux sources de la tradition, parce que l'Africain, il est essentiellement écologiste. Oui, et que seulement avec le conte, on pourrait régler les problèmes de cette Afrique-là qui a besoin de garder ses trésors naturels. Bien sûr. Et voilà pourquoi je voudrais te demander de nous parler d'un élément, d'un animal, de nous parler du symbolisme de l'araignée. Ah, Kakouananzé. Kakouananzé, c'est l'araignée. Personnage emblématique, beau, en couleur. Comme je le disais tantôt, il apparaît 11 fois dans les 16 contes du recueil, il apparaît 11 fois. C'est l'incarnation de la ruse, de l'intelligence. Les animaux comme le buffle, le lion, l'éléphant, la panthère, qui sont des animaux craints dont toute la faune a peur. Mais ces animaux-là, contrairement, et là c'est la magie du conte, ces animaux ont peur de Kakouananzé. Parce que Kakouananzé est plus fort. On voit ce type de rapport également dans les œuvres de Molière. L'intelligence. Oui, l'intelligence des plus petits. L'intelligence qui est supérieure à la force physique. À la force physique. Voilà. Et la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. N'est pas toujours la meilleure. Et ça, Kakouananzé sait bien le montrer. Même Dieu n'échappe pas à ses coups tordus. Et c'est vraiment, on voit là la fonction thaumaturgique du conte. Le conteur arrive à tout magnifier. Et là, Kakouananzé, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout le monde. Mais ce n'est pas le conteur Dadier ne reste pas complaisant. Il va montrer également les défauts de Kakouananzé. Kakouananzé est un personnage cupide. Si un faux ami, il est capable de trahison, il se rend coupable de méchanceté, de mépris, de mépris. Dans ses formes les plus infâmes d'ailleurs. Donc, à la fois détestable et admirable. Et c'est comme tous les hommes, on a nos défauts et on a nos qualités. C'est cela qu'on a. Moi, je voudrais revenir sur la remarque de Diouf tout à l'heure, Ousmane, quand il a demandé est-ce que Bernard Dadier sortait des sentiers battus. Parce que effectivement, je ne sais pas si ce que j'imagine, c'est ça qu'il a en tête. Parce que c'est vrai qu'il y a l'universalité du conte quand on parle de schéma actantiel, l'adjuvant, etc. Et bon, enfin, tout le monde connaît ce que ça signifie en même temps. Il y a un moment, par exemple, quand je lis
le premier conte, Le miroir de la disette. À un moment, quand justement le petit Sullion lui demande de se jeter du haut de la branche, il se jette. Et après, qu'est-ce qu'on découvre? Quand j'ai continué à lire, je dis, mais ça a l'air de ressembler à Candide de Voltaire, qui découvre l'Eldorado. Et après quelques lignes, je vois, il découvre l'Eldorado. Bon, je me dis, est-ce que, de ce point de vue-là, il est sorti des sentiers battus toujours? Est-ce qu'il n'est pas resté quand même prisonnier de sa lecture, de sa formation occidentale? Bien sûr. Vous faites une lecture très juste. Il y a les universaux des langues. La langue du conte est une langue dont on retrouve les mêmes caractéristiques. Qu'on soit chez les Russes, en Amérique latine, chez les Africains, c'est le même langage. Maintenant, l'habillage peut changer. Exactement. Voilà. Et dans le travail de Vladimir Propp, là, c'est clair. On a des schémas qu'on retrouve dans les contes. Et c'est pourquoi c'est un genre populaire. Il est d'abord un genre populaire. Mais le conteur, l'écrivain, va se l'approprier et faire un habillage à son goût, un peu comme le metteur en scène et la pièce de théâtre. D'un metteur en scène à un autre, on n'a pas les mêmes images, on n'a pas les mêmes jeux de scène. Vous voyez, il est à la fois dans ce que les autres ont fait, mais en même temps, il a sa part d'originalité. Je disais tantôt que chez lui, on va voir qu'il enseigne, il apparaît parfois comme un thérapeute. Le miroir de la disette, quelle est la leçon, quelle est la morale? C'est que il vient comme pour prévenir ceux-là qui ont le goût de l'interdit. Il y a 2-3 de ces contes où il prévient ceux-là qui ont cette morbidité. C'est un désordre un peu au niveau, c'est une maladie de l'esprit. Adam et Ève, voilà, la pomme. Voilà, le goût de l'interdit. Ça nous suit depuis les origines. Et il faut aider par les contes ceux qui sont un peu sujets à cette maladie. Il ne faut pas le goût de l'interdit. Et certains, même quand ce n'est pas bon, c'est simplement parce que c'est interdit, il veut y goûter. Et donc, bon. Okay. On va aborder le conte maintenant sous l'angle de la modernité. Face à l'urbanisation galopante, face à l'essor des nouvelles technologies, face à la crise qui gangrène nos sociétés, bon, où en est le conte aujourd'hui en Afrique? Oui. J'allais ajouter face aux familles éclatées. Où en est le conte aujourd'hui en Afrique? Oui. Est-ce qu'elle est toujours adaptée pour véhiculer en fait ces valeurs et pour essayer peut-être d'accompagner les enfants et les femmes dans l'éducation? Le conte n'a plus sa place privilégiée dans les discours à finalité éducative comme par le passé. Dans cette société en mutation, le conte, devant le conte se dressent beaucoup d'autres obstacles. La télévision, toutes ces technologies addictives qui créent des addictions. Eh bien, le conte, dans beaucoup de pays africains, le conte connaît une baisse de régime. Mais il y a quelques exceptions. On a un festival de contes en Algérie. Il y a le Burkina avec le développement du cinéma, qui fait des efforts dans la pratique des contes. Il y a des télévisions comme en Côte d'Ivoire, par le passé en tout cas, qui avait une émission où il y avait le conte. Et donc, c'est un peu en panne. Le conte est un peu en panne. Et il faudra vraiment que les décideurs prennent le problème au sérieux.
même dans sa forme traditionnelle. Il faut organiser des compétitions de contes. Il faut faire en sorte que les écoles prennent également le relais des grands-parents. Que les contes soient dits dans le milieu scolaire, qu'il y ait des compétitions de contes. Il faut qu'à la télévision, il y ait ces contes. Le conte, et c'est un genre qui est tellement ouvert. Il peut être associé à de la musique, il peut être associé à de la peinture, il peut être associé au théâtre. Un genre très ouvert. Et donc, le conte, on devrait tout faire pour le réhabiliter. Il y a certains pays qui s'en sortent, mais ce n'est pas suffisant. Mais là, c'est vrai que tu as anticipé un peu sur la question des solutions. Que peut-on faire pour la promotion du conte, hein? Mais moi, je veux qu'on revienne un peu sur la dimension animiste, hein, du conte. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension animiste, notamment dans ce conte qui est, ce recueil de contes qui est Le Pagne Noir? Le Pagne Noir, la dimension animiste, c'est le conte, c'est le reflet de la société. Vous avez fait un rapprochement avec les anecdotes. Les récits sont comme, c'est le reflet de la société. Et l'Africain est un être fondamentalement animiste. Tu l'as dit d'ailleurs quand tu dis justement qu'il y a un aspect, il va même jusqu'à toucher Dieu, oui, etc. Oui, voilà pourquoi. Fondamentalement animiste, mais dans son sens le plus noble, pas dans le sens puéril. On a tout souvent par des caricatures présenté l'Africain comme quelqu'un qui il croit aux pierres, il croit... Absolument, comme ça a été présenté avec la tabula rasa pendant la colonisation. C'est des caricatures, c'est des schémas qu'il faut... Non, l'Africain est un être fondamentalement, même avec les religions qui sont venues après. Bon, à la limite, c'est presque enfoncer une porte déjà ouverte. Ces valeurs-là prônées par ces religions importées, ces valeurs étaient présentes dans les croyances. Exactement. On parlait d'écologie. Je dirais que l'une des originalités de Chedadié, c'est cette envie de faire connaître la faune et la flore. Et l'homme, dans sa nature, dans cette nature, était en communion parfaite avec les éléments de la nature. Senghor le dit d'ailleurs dans l'ontologie négro-africaine, dans le mouvement de la négritude. Exact. Et les écologistes, ces discours-là arrivent aujourd'hui, mais les Africains le pratiquaient au quotidien sans discourir là-dessus. Tu en voyais qui avaient même du mal à écraser une fourmi qui les avait piqués. Qu'est-ce qu'il faut dire encore? Souley, je t'interromps un peu, après tu continues. Hein. Je me souviens qu'à cause des contes, ma mère m'a appris qu'il ne fallait pas, non pas seulement écraser les fourmis, tuer les lézards, mais qu'il ne fallait même pas verser de l'eau chaude sur le sol, parce que c'était la demeure des ancêtres. Ou alors, quand on le faisait, il fallait tout de suite verser de l'eau ou demander pardon. Voilà. La terre, c'était la mer. Absolument. Et il fallait l'adorer comme telle. Aujourd'hui, on dit que la planète est malade, il faut faire attention, le réchauffement climatique, on porte des gilets, on fait des marches. Les Africains adoraient et respectaient la terre. Et donc, cette longueur d'avance, les contes nous aidaient à garder cette longueur d'avance. On a beaucoup à gagner en se réinvestissant, en mettant beaucoup d'énergie dans la promotion des contes. Il faut absolument passer par là. Absolument. C'est une valeur dont on peut se passer. Surtout que c'est ludique en plus. C'est ludique, ça joue sur plusieurs tableaux. Mais est-ce que le conte Souley ne va pas avec le goût de la lecture? Ça, c'est une question. J'ai une autre question. Oui. Qui est conteur aujourd'hui? Sommes-nous formés? Les gens sont-ils formés
pour lire des contes aux enfants. Oui. Alors exactement. C'est ça mon problème parce que je voulais poser la Oui, question. oui, là d'ailleurs, vous approfondissez la réflexion quant aux moyens pour la promotion des contes. Dans cette société en mutation où l'esprit critique est enclin à refuser ce qui n'est pas bien construit, il faut former des conteurs. On a besoin de former des conteurs. Et il faut l'associer à certaines formations. Les maîtres, les enseignants dans les lycées et collèges devraient s'exercer à cette pratique des contes. Et le goût de la lecture, le conte, ce n'est pas simplement la lecture. C'est quelque chose de plus vivant. C'est un espace de rencontre, d'échange, de formation. Vous voyez, le noir, la nuit, là, dans la nuit, à la lueur du feu de bois, mais au bout de 3-4 récits, cette obscurité-là disparaît. Les enfants ont l'impression d'être dans un monde, même les vieux qui écoutent tout le monde, plongent dans une autre lumière. Moi, je dois, parce que, bon, d'abord, vous aviez évoqué l'obstacle de l'État qui doit accompagner. Bon, maintenant, on vient de soulever le problème des acteurs culturels, des acteurs culturels qui n'ont pas la formation peut-être adéquate. Mais est-ce que, parce que ces acteurs culturels et cet État aussi, ils doivent être au service de la société. Est-ce que les besoins de la société n'ont pas changé? Les besoins en matière de valeurs restent intacts. On a besoin, vous savez, là, on parle de cohésion sociale. Mais ces contes nous l'enseignent. Il faut enseigner ces valeurs aux enfants. On déplore la délinquance juvénile, on déplore tous ces comportements, ces manifestations de dépravation, on déplore le taux élevé du divorce, on déplore la désaffection des lieux de culte. Oui. Je pense que si toutefois aujourd'hui on doit apprendre le conte aux enfants dans notre société qui est en pleine mutation, est-ce qu'il ne faudrait pas changer d'outil? Et justement, les enfants, nos enfants, oui, je suis d'accord. apprécient particulièrement l'image en mouvement par rapport au dessin animé. Je pense qu'il y a un investissement à faire dans ce domaine-là. Ça, c'est une question de volonté politique. Investir dans les dessins animés pour qu'il y ait un support différent de celui du grand-père qui lisait les contes aux veillées et en faire des séquences à la télévision qui remplaceraient certaines émissions qui sont plutôt toxiques pour eux. Il y a les dessins animés, il y a les films, il y a les fresques historiques qui renvoient aux contes. Aujourd'hui, notre société, on a l'impression qu'on regarde vers le futur, mais on est toujours attiré vers le passé. Parce que chaque fois qu'il y a un film, un blockbuster en rapport avec une image de l'Antiquité, ça fait un énorme succès cinématographique. Ça veut dire qu'on a encore besoin de ces valeurs-là et de ces images-là qui nous renvoient à ce que nous sommes, dans la mesure où notre société de consommation est plutôt superficielle. Ça, c'est une très bonne intervention. Et effectivement, les médias, il faudra peut-être passer par d'autres voies, par d'autres canaux. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je faisais la proposition une fois lors d'une rencontre de faire de petits concours au niveau des élèves pour mettre ces contes en images. Le conte, c'est un récit. Alors, mettre ces contes en images. Ils vont, avec ce concours-là, s'approprier les contes et ils vont également exercer leur talent de créateur.
Il faut passer par d'autres outils. Il faut pas, c'est pas la voix du grand-père, la voix de la grand-mère. Non, on n'est pas obligé de même d'être si nous rivé. avons encore besoin de nos grands-mères. Oui, bien sûr. Mais en plus des grands-mères, Oui, on peut bien sûr. avoir d'autres moyens Bien de sûr. transmission Bien sûr. des valeurs humanistes des contes. Oui. Ou bien, s'il n'y a plus de grand-mère, qu'on prenne des outils qui appartiennent aux nouvelles technologies. Oui. Et ça va fonctionner. Exact. C'est l'exemple j'oublie le nom, d'un conteur algérien, un professionnel en la matière, qui a abandonné sa première profession pour se consacrer au conte. Il a fait un séjour dans certains villages en Algérie et il a formé des conteurs. Et le reste, après son départ, il est revenu, il est reparti en France où il vit habituellement. Les conteurs se sont organisés et ils ont formé d'autres conteurs. Et maintenant, par le biais des réseaux sociaux, les contes continuent. Les contes continuent. C'est une belle expérience. Souley, merci. On a développé ensemble avec notre ami Diouf, qui est de la maison, qui est retourné au Bercail et qu'on verra sûrement assez souvent, d'avoir parlé du conte, n'est-ce pas? Mais nous n'avons pas fini. On va passer peut-être à la deuxième partie, dans laquelle on a été rendre visite à un conteur sénégalais, justement. Monsieur Mombeng, qu'on appelle Lebon. Lebon, c'est la formule pour comme débuter un conte. Et puis les gens qui écoutent ont une réplique et ensuite, voilà, il y a tout un rituel là. D'accord? Alors, on a été le voir à Dakar. On lui a posé des questions. Et la première, c'était celle-là. On peut considérer l'écrivain comme un pédagogue, un conteur et comme un enchanteur. Qu'est-ce que tu es, toi? Et voilà ce qu'il nous a répondu. Les bonos a gagné l'ipone à mon avis mamboidana am yow bamu amé ya fekke ya wax ma dégg waxal. Voilà, mon nom c'est El Hadj Lebon. El Hadj Lebon, Lebon comme le conte. Ici au Sénégal, c'est une expression wolof qui s'appelle « je vous conte ». Donc El Hadj Lebon, El Hadj le conteur. Moi, on peut me considérer comme un conteur et chanteur à la fois. Pourquoi ces deux notions? Parce que en faisant le conte, on chante aussi. Chaque conte a sa propre chanson, comme on dit. Donc voilà, je suis conteur et chanteur. Pourquoi conteur et chanteur? Parce que je peux chanter mes contes ou conter mes chansons. Ce qui fait qu'on fait des spectacles divers. On a entendu parler de conteur-chanteur. La question c'était, est-ce qu'un conteur, c'est un enchanteur, un chanteur en tout? Et voilà ce qu'il répond lui, il est conteur-chanteur, parce que les contes lui permettent de chanter. Et qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Un conteur, qu'est-ce que c'est? C'est un magicien? C'est un chanteur? C'est un magicien. Dans le conte, l'oralité, il y a de la musicalité. Il y a de la musicalité. Et la parole se fait musique par moment. Et avec l'assistance, le conteur va créer une espèce de complicité. On va chanter ensemble. On peut. Sa définition du conteur est juste. Et c'est également un enchanteur. Un enchanteur. Le moment des contes, c'est un moment qui nous remplit de joie. Des moments magiques, du plaisir. De rêve. Et c'est la fête des sens. En ce sens que tous les organes de sens sont sollicités. Le conteur fait plaisir par des images mentales qu'il crée avec ses récits, fait plaisir à tout le monde. Par ses voix mélodieuses, fait plaisir à tout le monde. Et quelquefois, c'est accompagné d'un instrument. D'un instrument de musique. Traditionnel. Et vraiment, il faut former les conteurs parce que conter aussi, ce n'est pas donné à n'importe qui.
Il faut des professionnels du conte. Et c'est pourquoi le griot au Sénégal, mais ils ont toujours un instrument de musique. C'est vraiment, et c'est pourquoi c'était un moment privilégié pour égayer le roi. Exactement. Le roi. C'est dans sa démocratisation que le conte devient une pratique populaire, tout le monde écoute. Ouais. Vous parliez de moderniser, ça tombe bien. Voilà un conteur qui utilise une guitare. Voilà une forme de modernisation du conte, d'adaptation à la réalité d'aujourd'hui. De s'adapter Voilà. à son temps. Et moi, je pense que le doyen a tout dit. C'est difficile après le doyen de dire quelque chose. Moi, je dirais qu'un conteur qui ne sait pas chanter traînerait un lourd handicap. Oui. Traînerait un lourd handicap parce qu'on nous dit qu'il faut mêler l'utile à l'agréable. Donc, après, par exemple, les enseignements, après l'éducation, mais il faut accompagner cela maintenant de l'aspect ludique. Donc, il faut savoir chanter, comme l'a dit le doyen. Donc, on se donne du plaisir. On se donne du plaisir. Il faut procurer de la joie pour qu'on n'ait pas seulement pour que ça ne soit pas considéré comme une contrainte. On est là à enseigner, donc il faut égayer cela. Et le tout, maintenant, ça donne une ambiance folklorique, comme l'a dit le doyen. Moi, je pense que c'est ça. Et la guitare, peut-être, c'est un symbole de modernité. Donc, on s'adapte à son temps. Bon, ce n'est plus le tam-tam, maintenant, c'est la guitare. Alors, on lui a posé une deuxième question. D'abord, comment il est devenu conteur? Et ensuite, pourquoi le conte pour exprimer sa pensée? Voilà la question qu'on lui a posée. Pourquoi le conte? Pourquoi pas la poésie ou autre chose? Alors, c'est une histoire qui est extraordinaire. J'ai toujours l'habitude d'en parler. En étant au Sénégal, j'étais acteur, je faisais du théâtre et tout ce qu'on veut. Après, je suis parti en France pour faire des études en sociologie. Alors, un jour, je vois sur un tableau affiché journée d'intégration africaine. Donc, en réunion en salle F14, je retiens toujours ça. Donc, je pars dans cette réunion, je ne vois que des Toubabs. Je m'excuse, je ne vois que des Français. Donc, je leur dis, mais journée d'intégration et il n'y a que des Toubabs. Ils m'ont dit, bon, voilà, nous on fait ça pour accueillir les Africains, mais souvent ils ne viennent pas dans nos réunions. Je leur ai dit, désormais vous avez un Africain qui est là. Et là, ils ont rebondi sur ça pour me dire, bah voilà, on a un problème parce que notre conteur nous a fauchés. Je leur ai dit, je suis un conteur. Bah, ils ont dit oui. Donc, du coup, le spectacle s'est déroulé très bien parce que je suis allé dire à tout le monde que je vais compter, puisque tout le monde disait que El Hadj, il est très sobre, il est trop curieux, il fout son nez partout. Tout le monde voulait venir voir, peut-être pour me casser la tête. Mais puisqu'il y avait des Africains, j'étais sûr que quand je vais chanter ou je vais raconter des histoires, ils vont répondre. Donc, il y avait du répondant, la salle était pleine. Et après, une semaine après, on m'a appelé de Poitiers, de Nantes et tout ça pour dire qu'ils veulent voir le conteur parce qu'ils ont eu mon numéro de la part de l'université. Donc, du coup, voilà, c'est parti comme ça. Après, pour être vraiment dans le milieu, j'ai fait mes recherches et tout ça pour être vraiment... essayer d'avoir du répondant dans ce milieu. En fait, le conteur, je vais commencer d'abord par le troubadour ou ce qu'on appelle ici, ce qu'on peut appeler ici en Wolof le Samba Boy. Le troubadour, on peut le considérer comme la voix des sans-voix, qui pouvait parler pour tout le monde avec sa musique ou bien son humour et tout ça, qui osait dire au roi ce que personne n'osait dire en utilisant l'humour. Donc c'est pourquoi on disait que sa vie ne tenait qu'à une seule file, parce que on pouvait lui couper sa tête à tout moment, parce que le roi, quand tu lui dis quelque chose qui ne le plaît pas, donc voilà. Mais lui, il avait cette sorte de tact d'utiliser l'humour pour parler pour le peuple, mais de temps à autre aussi, le roi l'utilise pour parler à son nom, pour voir si ça va passer ou pas, ce qui est de nos jours aussi actuel. Donc voilà, à part le troubadour, on a le griot, le gardien des lignées. Celui qui connaît toutes nos familles, qui connaît l'histoire, qui peut vous raconter l'histoire. Mais un griot peut être un conteur, mais il n'est pas forcément un conteur. Comme l'inverse aussi. Le conteur, celui-là qui nous intéresse, est tout simplement un acteur social qui est là, qu'on peut cueillir pour lui dire qu'il y a tel ou tel fait dans notre société, on veut vraiment en parler.
Et là, on allait toquer à sa porte pour lui dire, bon, voilà, il y a une sorte, par exemple, vol de bétail. Comment faire pour en parler? Il fait un conte en parlant des vols de bétail et tout ça. Et à la fin, à chaque fois, il va sortir une sorte de morale pour dire aux enfants, à tous ceux qui suivent, que donc voilà, voler, c'est pas bon. Donc voilà, comme disait le fameux chanteur. Quel talent faut-il pour être un bon conteur? Pour être un bon conteur, il faut être un artiste dans le sens le plus large et le plus noble du terme. Il faudrait être un excellent enseignant. Il faudrait avoir des aptitudes, avoir exercé des métiers dont on ne parle pas à propos du conte. Des métiers peut-être auxquels on ne pense même pas. Parce que j'ai vu des conteurs danser. Le conteur, il est passionné. Il communique sa passion. Et quand on voit El Hadj Lebon, on le voit tellement heureux de dire ce qu'il fait. On le voit tellement content, on le voit tellement comblé qu'on ne peut qu'aimer le conte. Et justement, le physique du conteur doit capter le regard des spectateurs. Ce qui veut dire que le conteur, c'est une activité avec beaucoup d'aptitudes. Peut-être des aptitudes que même le conteur ne s'imagine pas avoir à proposer. Des connaissances qui... C'est justement donc... On ne compte pas deux fois le même texte. De la même manière. De la même manière. Alors, il faudra savoir improviser. Il va improviser et c'est un acteur. Et puis, il faudrait qu'il soit, je pense, comme... Mort Lebon, Mort Lebon, El Hadj Lebon, dirait-on. Parce que si, en le regardant seulement, j'ai envie de l'écouter. Parce qu'il nous communique sa passion, ne serait-ce qu'à travers sa façon de parler de ce qu'il aime. Je pense qu'un conteur doit être aussi un psychologue. Deux éléments à observer. Le matériau qu'utilise le conteur, c'est quoi? C'est les mots. Et son corps aussi. Voilà. Le matériel, c'est sa voix. Et là, Innocent ajoute son corps. Et c'est juste, incontestable. Et le débat est, au niveau des professionnels, la question c'est ça. Faut-il vraiment associer le conteur à d'autres genres artistiques? Parce que quand le conteur est complet, est vraiment performant, on n'a même plus besoin de musique. C'est vrai. On n'a plus besoin d'autre chose. De décor. Tout, on n'a plus besoin de décor. Tout, le conteur est tout. C'est le décor, c'est les mimiques, il est complet, il donne tout. Et donc, les qualités, il faut être un bon orateur, un bon orateur. Bon, il faut apprendre. Et tout son corps, il parle avec tout son corps. Et là, celui-là, quand on le voit, effectivement, il donne l'envie d'aimer le conte, d'écouter. Il donne envie. Voilà. C'est ça. Et puis, peut-être la mémoire. Il faut aussi avoir une mémoire d'éléphant. Et en plus de ça, la maîtrise de la langue. Je pense qu'il faut savoir visiter les coins et les recoins de la langue. Absolument. C'est un voyage à travers la langue, le langage. Et on le sent d'ailleurs dans certains, on peut appeler ça conte, on le sent dans les légendes, dans le vote. Oui, c'est aussi. Il faut avoir beaucoup d'imagination, le sens de l'improvisation, embellir l'image, capter l'attention, captiver l'attention de ceux qui écoutent, etc. Relancer à chaque fois. Et dans la promotion, dans la recherche de la promotion de cette pratique-là, il faudra même les payer. C'est du travail qui devrait avoir une valeur marchande. Parce que c'est quoi? C'est des gardiens du patrimoine. C'est des gardiens du patrimoine. Il parlait tantôt du maîtrise de la langue, mais de la maîtrise aussi de l'histoire. Mémoire. Il a parlé de mémoire aussi. Voilà. Il faut connaître l'histoire. Il faut connaître la société et rendre compte, donner un reflet de cette société tous les jours. Ça. Mais vous n'en parlez pas souvent. Il ne faut pas qu'on limite le conte à une pratique destinée aux enfants. Je ne vous entends pas parler des adultes. Les contes tu as raison. Les contes, c'est pour de 7 à 117 ans. Voilà, exactement. C'est pour tout le monde. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Alors, autre question qu'on a posée à Mor Mbeng, El Hadj Lebon.
On lui a demandé pourquoi il exprime les idées des autres, puisqu'on sait que les contes, en général, sont des idées, sont d'origine populaire. Hein, les auteurs souvent sont inconnus. Et pourquoi le conte n'est plus, on a posé cette question tout à l'heure entre nous, pourquoi le conte n'est plus le véhicule de la sagesse africaine? Et voilà ce qu'il nous a répondu. Voilà, c'est une très belle transition, je suis d'accord avec ça. Le vrai conteur parle pour sa société. Le vrai conteur parle pour le Conseil des sages. Parce que traditionnellement, c'était le Conseil des sages qui se réunissait. Il y avait un problème dans le village, dans cette sorte de contrée, dans notre royaume. Le Conseil des sages se réunit pour dire, bah voilà, il y a un problème, il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on le stoppe, mais il faut qu'on en parle aussi. Il faut qu'on parle autour, comme on dit, autour du feu, sous l'arbre à palabres et tout ça. Donc, qui doit parler pour que cette sorte de phrase ou bien ces mots ne choquent pas les plus petits, les plus vulnérables? Donc, c'est le conteur qui peut créer une sorte d'histoire, utiliser Bouki Lien, utiliser Luc le lièvre, et pour dire tout simplement telle ou telle chose. Par exemple, quand on parle de Ebola ou autre chose, à nos jours, un conteur doit se lever pour utiliser Luc le lièvre et Bouki pour dire tout simplement que Bouki, il ne lave pas ses mains, il ne respecte pas les règles d'hygiène, donc finalement, il aura Ebola, alors que Luc le lièvre respecte toutes ces sortes de consignes sanitaires et tout ça, finalement, il n'aura jamais Ebola. Et à la fin, les enfants doivent s'identifier à Luc le lièvre. Donc, le conteur, même si de temps à autre il fait ses créations, il est là pour la société. C'est un acteur social qui exprime les idées des autres. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui de tout ce qu'il dit? Oui, exactement. Moi, j'approuve. Je souscris presque entièrement à sa façon, sa vision du conteur, à la description du conteur. Le conteur, c'est un peu le journaliste. C'est l'historien, mais c'est aussi le journaliste. Ouais. Il peut parler d'Ebola, il peut parler de l'homosexualité, il peut parler de pollution. De mensonges. Oui. D'honnêteté. D'honnêteté, il peut parler les valeurs morales, oui, traditionnelles, il peut en parler. Mais il peut attirer l'attention du public sur ces questions-là. Et c'est pourquoi on n'avait pas dans le passé des crises qui restaient longtemps. Parce que le soir, ça va être réglé autour du feu. Il y avait toujours un moyen de dissiper. Et il fait allusion au conseil du sage. Mais vraiment, c'est exactement ça. Ces sages-là étaient là pour réguler la vie de la cité. On lui a posé une dernière question. Pourquoi le conte n'est plus le véhicule de la sagesse africaine? Je ne dis pas que ce n'est plus véhicule. C'est toujours ce qu'il était. Le conte est toujours ce qu'il était. Mais par contre, c'est la population à un moment qui s'est déconnectée parce qu'on ne met pas en évidence le conte. Traditionnellement, ici dans nos écoles, je donne l'exemple du Sénégal, tout en sachant qu'on va nous suivre de partout. À vous de faire la connexion pour savoir que si au Gabon, au Libéria, ou en Afrique du Sud, au Madagascar, on fait les mêmes choses, à vous de voir. C'est le conteur qui vous parle. Alors, ici, dans nos écoles, on voyait des conteurs. Dans le programme, il y avait des mercredis où, par exemple, on invitait soit des conteurs ou bien des comiques qui venaient et l'enfant grandissait avec ça. Dans nos maisons traditionnelles, il y avait grand-mère qui était là, ou grand-père, ou bien l'oncle, ou bien le grand frère qui faisait des contes. Ces séances de contes-là, ça ne se fait plus. Pourquoi? Parce que la personne, ils ont plus favorisé lecture de contes que faire des contes. Détrompez-vous. La grand-mère, elle s'est cassée derrière pendant la journée pour chercher le conte qu'elle doit raconter le soir sans pour autant prendre un livre. Pourquoi la maman actuelle, c'est un conte de 2 pages, ne va pas se cacher derrière pour essayer de lire le conte et après prendre juste l'idée générale et le raconter à sa fille ou son fils? Mais là, c'est démystifié parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maman, lis-moi un conte. On ne dit plus raconte-moi. C'est ce qui fait que... Voilà.
pour que l'histoire soit un peu plus raconte. Le conteur, il raconte. Mais maintenant, c'est plus lecture et autre chose. Mais je vous dis, le conte est toujours ce qu'il était. Porteur de sagesse, véhicule de sagesse. Je vous dis, même si dans quelques contrées, ils ne connaissent pas trop, moi, je vous dis, malgré l'âge et tout ça, quand je pars quelque part, je sens qu'il y a une sorte de considération qui est faite. C'est parce que ce n'est pas El Hadj, mais c'est parce que El Hadj le conteur. Faut pas qu'il y ait amalgame, faut pas que j'ai une grosse tête. Il y a un certain. Pourquoi Label TV a appelé El Hadj? C'est parce qu'il y a le conteur derrière. Donc ce qui fait que on est toujours, le conte est toujours ce qu'il était. Mais par contre, il y a des politiques qu'on doit mener, par exemple les ministères de l'Éducation nationale, pour introduire mieux le conte et l'utiliser parce que le conte est pédagogique. Il peut remplacer la matière morale? Bien sûr. Pourquoi utiliser les morales qu'on fait à l'école et utiliser des contes pour en sortir les morales qu'on a? Il y a pas mal d'autres choses. Et par exemple, les après-midi de contes, les mercredis de contes, moi j'anime pas mal d'activités dans pas mal de lieux où par exemple, on utilise le conte pour apprendre tout, même les lettres, les chiffres, les formes pour les enfants. On utilise le conte. Il était une fois dans un village où habitaient des fourmis. À la tête, on avait la reine Melentane, qui était très belle, qui marchait comme ça. Mais ce village se trouvait dans la forêt Alba, où par exemple il y avait tous les animaux, des lions, des léopards, des serpents, des girafes et beaucoup d'autres animaux. Mais surtout, il y avait un éléphant qui s'appelait Ndo, qui était énorme, qui faisait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Pourquoi? Parce qu'il était énorme. Même le roi de la forêt avait peur de Ndo. Ndo, à chaque fois qu'il sortait, il cassait tout sur son passage. À chaque fois qu'il sortait, tout le monde pleurait, même le lion, il pleurait. Même le serpent, il pleurait. Pendant ce temps-là, au village des fourmis, la reine Melentane marchait et tout le monde sentait pour lui. Un bonsoir, c'est comme si elles entendaient la terre trembler. Toc, toc. C'était qui? C'était Ndo l'éléphant qui est arrivé. Tout le monde avait peur, tout le monde part se cacher parce qu'ils sortaient de leur case pour éviter d'être écrabouillés. Ndo arriva, il casse tout sur son passage. Boum, 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 patati, patata. Et comme d'habitude, il rentre tranquille chez lui pour faire sa sieste. Et personne n'osait le déranger. Quand il est parti, toutes les fourmis sortent. À la tête, on avait la reine Melentane, qui dit tout simplement: mais pourquoi avez-vous peur? Vous savez, il y avait des fourmis qui avaient tellement peur qu'elles ont fait pipi dans leur culotte. Il y en avait qui avaient tellement peur qu'elles ont pleuré. La reine Melentane sort et dit à tout le monde: vous savez, quand on est unis, on est fort. Quand on est unis, on est fort. Mbolo moy, dole. On va aller voir Ndo l'éléphant, on va le corriger, on va le taper tellement fort qu'il va faire pipi dans sa culotte. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tout le monde part voir Ndo. Pendant ça, là, les autres animaux se moquaient parce qu'ils se disaient tout simplement des petites fourmis comme ça. Oh! Même le roi de la forêt a peur de Ndo. Des petites fourmis. Oh, arrêtez quoi. Arrêtez. Rentrez chez vous tranquille avant d'être écrabouillés. Mais elles y croyaient. Elles disaient tout simplement: quand on est unis, on est fort. L'union fait la force. Mbolo moy dole. Arrivé devant la porte de Ndo, elles ont toqué à la porte.
Et Ndo a entendu. Il a dit, qui est là? Et la reine Melentan a répondu, nous les fourmis. Il y avait d'autres fourmis qui avaient tellement peur qu'elles ont fait pipi dans leur culotte. Il y en avait qui ont pleuré. Et là, la reine Melentan insista tellement fort que Ndo ouvre la porte. Quand il ouvre la porte, il y avait des centaines, des milliers, des millions de fourmis qui ont attaqué. Alors, les enfants, elles ont piqué aux oreilles, elles ont piqué au nez, elles ont piqué dans les yeux, elles ont piqué dans la bouche et partout. Et pour faire très mal, elles ont piqué sur les fesses. Et depuis ce temps-là, je vous dis les enfants, quand on est unis, on est fort. Personne n'y croyait pas, mais finalement, tout le monde croit à ces fourmis. Depuis ce temps-là, dans la forêt, allez voir, il n'y a plus de rois de la forêt, il n'y a que des reines de la forêt, c'est-à-dire les fourmis. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci mes enfants. Vous êtes les meilleurs. Ainsi, le conte part en mer et celui qui va le humer le premier part au paradis. Chers téléspectateurs, nous passons immédiatement aux rubriques, ne bougez pas. Et on va commencer par celle d'Innocent. Je vais parler d'une situation que vivent certaines femmes en Afrique du Nord, dans le Maghreb. Et c'est en rapport avec certains groupes sociaux où on exige à la jeune femme un certificat de virginité pour sceller le mariage. Et c'est d'autant plus particulier que par rapport au fait qu'on est on est pendant le mois, on est en mars, le mois de la femme. Et je me pose la question de savoir pourquoi cette exigence dans certains groupes sociaux. Dans la mesure où, si c'est par rapport aux croyances populaires ou par rapport à la religion, je pense que toutes les religions demandent la discrétion. Ce qui me choque, ce n'est pas la virginité exigée pour le mariage, mais plutôt le fait que ce soit une situation où il y a un manque total de pudeur. Que ce soit mis à la place publique. Voilà, qu'on exige un certificat de virginité, qu'on demande à des médecins assermentés de faire la visite médicale pour donner ce certificat-là avant que le mariage n'ait lieu. Et si toutefois le médecin constate ou dit que justement la jeune femme qui voudrait convoler en juste noces n'est pas vierge, le mariage n'a pas lieu. Ou, je ne sais pas où est la place maintenant de la dignité de la femme, où est la place de la pudeur, où est la place de ce que j'utilise un mot que je ne peux pas traduire dans une autre langue, un mot wolof qui dit sutura. La discrétion. Sutura, c'est discrétion, c'est pudeur, mais il n'y a pas un terme exact pour donner la même chose. Mais alors moi, c'est le sutura qui n'existe pas dans cette situation qui me met mal à l'aise. En tant que femme mariée, et justement, même dans les sociétés traditionnelles, s'il y a le devoir d'être vierge au mariage, ça se faisait dans beaucoup de sociétés dans la discrétion, pour que la femme garde sa dignité et son respect vis-à-vis de son corps. Mais maintenant, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que c'est lié à la tradition ou à la religion? On ne sait pas. En tout cas, quelquefois, il y a de l'amalgame. On ne sait plus. Pourquoi? Toujours est-il que je pense que ça empiète sur la dignité des femmes à qui on exige ce papier-là. Un document administratif qui n'a rien à voir avec la moralité de l'individu. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas eu le papier qu'elle ne sera pas une bonne épouse. Et est-ce que parce qu'elle est vierge, elle sera une bonne épouse? Je ne sais pas. C'est la question qu'il faut se poser. Ces personnes-là, est-ce qu'elles auront la même chance?
Sûr que non, sûr que non. D'ailleurs, on le sent même hein, pour ceux qui sont dans l'enseignement, on le sent. Hein. Moi, j'ai toujours pensé que c'était extrêmement difficile de faire un cours avec une enfant qui a laissé un bébé à la maison, mais quand le professeur parle, mais cette fille-là, imaginez simplement qu'elle laisse un bébé qui fait de la fièvre. Elle vient en classe, vous lui parlez de Molière, vous lui parlez de Pythagore, vous lui parlez de je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'elle va comprendre? Mais rien du tout. Elle pense à son enfant qu'elle a laissé à la maison. Et comme tu le dis, c'est très pertinent. Hein. Aujourd'hui, on a beau parler de la prise en charge des familles africaines élargies, mais ce sont des familles en mutation, où il y a un individualisme, quelquefois, qui frise, je ne sais pas, l'abandon de chacun pour soi, pour ne pas dire le diable pour tous aujourd'hui. Voilà, ça c'est vraiment un problème concernant l'enfant. Je pense qu'il faut également... Qu'est-ce qui lui manque? Il est quasiment présenté, cet enfant-là, issu de grossesses précoces, vous le présentez un peu comme un orphelin, c'est ça? Mais quelqu'un qui n'a pas les mêmes chances que les autres, sa mère, elle est mineure. Elle ne se prend même pas en charge. Elle est incapable de se prendre en charge. C'est le manque de maturité de la maman. Hein? C'est-à-dire le fait qu'elle soit mineure. Elle-même, elle a besoin d'être formée, d'être encadrée, d'être encore éduquée. Mais comment celle-là, maintenant, va éduquer un enfant? Donc, la mère n'est pas suffisamment outillée. Justement, elle n'est pas suffisamment outillée pour prendre en charge son enfant. Si c'était, je ne sais pas si c'est négligeable. Est-ce que c'est négligeable? Est-ce que des exemples? Oui, c'est bon, la réflexion aussi devrait être mise sur comment éviter ces grossesses précoces. Voilà. Mais pendant qu'on y est. Voilà. Ça c'est bien. Comment éviter ces grossesses? Mais on n'en est pas là. Nous, on parle de quand la grossesse est déclarée. Est-ce que les solutions innocentes, par exemple, en tant que femme, est-ce que les solutions, c'est pas peut-être des pouponnières, des prises en charge, des sortes d'internats pour ces gens d'enfants, non? L'inquiétude par rapport à une grossesse précoce, c'est de se dire, est-ce qu'un enfant doit donner la vie à un enfant? Et c'est une situation douloureuse, très douloureuse. Peut-être qu'il y a des solutions qui permettraient... Douloureuse pour l'enfant. Douloureuse pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que c'est quand même navrant de voir une fille qui n'a pas fini de grandir sur le plan physiologique comme sur le plan psychologique, devoir assumer un rôle aussi complexe que celui de la mère. Et il faut peut-être penser à la prévention. Mais quand le bébé est déjà là, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des accompagnatrices? Ce n'est pas un orphelin, mais peut-être dans les centres sociaux, dans les centres pour la protection maternelle et infantile, trouver pour ces filles mères trop tôt, pour ces mamans trop tôt, des accompagnatrices, des psychologues qui pourraient leur proposer au quotidien des solutions pour ne pas être trop envahis par ce rôle-là, trouver pour l'enfant aussi, une situation particulière, trouver des solutions particulières. Mais c'est tellement compliqué et tellement difficile de se rendre compte de cette situation d'enfant qui n'a pas un environnement immédiat assez préparé, assez bien préparé pour l'aider à devenir un adulte accompli. Je pense que c'est effectivement des solutions, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit un encouragement parce que quand les gens apprennent qu'il y a peut-être des institutions ou des centres pour prendre en charge ces bébés-là, peut-être qu'il ne faut pas qu'on comprenne ça comme quelque chose qu'on peut accepter. Il faut en amont faire un travail, comme vous l'avez dit, psychologique pour éviter justement ces grossesses précoces-là. Voilà. Est-ce que je pense que ce sujet-là, l'essentiel c'était d'en parler, c'est vraiment une préoccupation, un souci, et cette fois-ci surtout abordé sous un angle nouveau, parler du cas du bébé, de l'enfant qui naît de cette grossesse précoce, parce qu'en général c'est ce qu'on oublie un peu. On va passer à la quatrième partie de notre émission, c'est-à-dire à parler de cinéma. Et Innocente, je pense que tu as eu un coup de cœur pour une cinéaste, je crois, malgache,
du nom de Clémence Paes. Marie-Clémence Paes, elle est malgache et son film est intitulé Faravalo. Ce film parle de la guerre d'indépendance à Madagascar. En général, on n'en parle pas parce que c'est une histoire oubliée ou une histoire méconnue. On parle de guerre d'indépendance par rapport à l'Algérie, par rapport à d'autres pays, mais jamais, 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 on ne pense à certaines contrées comme Madagascar. Et justement, son mérite a été de ressusciter cette histoire-là pour en parler, parce qu'on veut l'enterrer, et pour en parler. Et justement, une femme qui produit un film, qui réalise un film, qui est à la source d'un film qui parle de politique, qui parle de société. Comme on voit en général, les femmes sont toujours confinées à des réalisations en rapport avec la famille, avec la structure familiale, qu'elle soit restreinte ou élargie. Mais ici, il y a un problème politique qui est soulevé et un respect de l'histoire qu'on va enterrer pour restaurer la vérité. Qui va enterrer et pourquoi? C'est la mémoire collective. C'est la mémoire collective qui risque de ne plus prendre en compte ces trésors de l'histoire qui doivent éduquer les jeunes générations. Oui, tu fais bien de présenter cette héroïne de l'ombre, parce que c'est une héroïne dans un rôle tout à fait inhabituel. Les femmes confinées aux travaux ménagers, on ne les voit pas en train de soulever des problèmes politiques. Mais là, celle-là, elle se distingue et elle fait bien pour la conscience historique de parler de ce personnage. Voilà. Surtout pour les générations futures et les jeunes générations. C'est bien de connaître son passé. Parce qu'on dit toujours que pour préparer l'avenir, il faut d'abord s'appuyer sur un passé solide. Et si on ne maîtrise pas son passé, on est comme un aveugle, quoi. Un aveugle, donc on ne sait pas où l'on va. Et on ne saura pas où retourner si ça ne va pas devant. Très bien, oui, ça aussi. Parce que comme dit l'adage, quand on ne sait plus là où on va, on retourne là où on vient. Mais en même temps, moi, je me pose quand même cette question-là. Pourquoi ce film-là n'est pas connu? Pourquoi ces événements historiques ne sont pas très connus? Oui. Mais d'abord, peut-être qu'il faut faire une recherche de ce côté-là. Est-ce que ce film-là a été présenté au FESPACO? Non, ce n'est pas présenté au FESPACO. C'est ça qui est dommage. Ce n'est pas ce film. Je ne pense pas que ce film a été présenté au FESPACO parce qu'en ce moment-là, le film sort ce mois-ci en France. Et j'en parle parce que c'est un film d'une africaine, mais le film sort en France. Mais si on ne connaît pas cette histoire de Madagascar par rapport à l'indépendance, par rapport aux indépendances, qui est-ce qui écrit l'histoire? C'est la question qu'il faut se poser. Si les manuels d'histoire sont censés nous renseigner, qu'est-ce qui les confectionne? Je pense que ce film est une occasion de restaurer la vérité. Ou bien de ressusciter la vérité, tout simplement. Et nous, ça, restaurer la vérité, ressusciter la vérité et aller la montrer, cette vérité en France. Non, mais non. C'est ce qu'il faut faire. Non, c'est pas. Attends, c'est pas parce que c'est sorti en France que les Africains ne verront pas ce film. Non, c'est pas cela. Oui, bon. Mais justement, il y a beaucoup de. Ça reste une question de moyens, peut-être. Ça soulève encore le problème que rencontrent nos cinéastes. Les faibles productions ou quand ces productions-là sont là, comment diffuser les films, le manque de salles de cinéma, la rencontre avec le public africain, il y a beaucoup de problèmes. Parce que quelque part quand même ça fait mal, on a comme un goût d'inachevé, le film est réalisé, mais on le présente en France. Pourquoi pas en Afrique? On commence, je n'excuse personne, mais on commence par la France. Après, tout le monde entier verra le film. Ouais. Justement. Oui, mais c'est ça qui nous dérange, quoi. Pourquoi commencer par la France? Est-ce que ça a été financé par des Français? Moi, je me dis peut-être que c'est un problème de moyens. C'est-à-dire que c'est sûr que quand ça sort en France, mais il y a des rentrées financières.
Mais en Afrique, comme il l'a dit, non seulement il n'y a pas de salle, mais peut-être même quand ça passe là-bas, bon, c'est-à-dire presque c'est à perte. Alors que dans les pays occidentaux, bon, vraiment, quand le film sort là-bas, vous avez des rentrées, des devises. On l'a évoqué sommairement la dernière fois. Le cinéma africain rencontre beaucoup de problèmes. Parce que les festivals, 2 semaines, 3 semaines dans une capitale, et puis on pense faire la promotion du cinéma avec ça, ça ne suffit pas. Il faut beaucoup d'autres moyens. Il faut que les cinéastes montrent leurs œuvres aux Africains. Il faut qu'il y ait des consommations locales. Ouais. Un problème, la conscience historique, qui en a besoin? C'est les Malgaches, c'est les Africains, mais ils ne sont pas en France. Moi, je pense que comme le FESPACO, c'est une tribune au cours de laquelle les films africains sont connus. Pourquoi ne pas ouvrir une rubrique ou bien une partie dans laquelle on annonce déjà les films qui sont en tournage? Ça, c'est le faire par le biais du FESPACO, c'est un moyen déjà de dire que sur le marché du cinéma, il y a des choses en préparation, etc. Il y a des embryons de films qui commencent à être tournés. Ça va inciter les gens à regarder. Je pense qu'on devrait penser un peu à cela. Les films qui sont en tournage et qui vont passer les mois suivants ou en cours d'année. Oui, parce que moi, j'ai vu certains films, avant la finalité, avant la fin du tournage, on sait déjà que tel film commence à être tourné. On devrait pouvoir le faire également pour ce genre de film. Bien sûr. Ça permettrait de faire la publicité déjà. La situation de ces films-là n'est pas le propre de Madagascar. Hein. C'est dans tous les pays africains, même avec votre compatriote Alain Gomis. Mais les Sénégalais faisaient partie des derniers à regarder le film. Parce que c'est sorti ailleurs, d'abord, là où il y a de l'argent. Peut-être s'il y avait des mécènes ou bien des souteneurs ou des gens qui ont sponsorisé, ils récupèrent d'abord de l'argent. Et ce qui les intéresse, avant toi, ce qui t'intéresse, c'est ça, c'est récupérer d'abord nos fonds. Maintenant, après toi, peut-être par rapport à ton idéologie, tu veux faire passer un message aux jeunes générations de ton pays, mais après ça va venir. Mais ça vient, mais à perte, parce que là tu ne gagnes rien, parce qu'il n'y a même pas de salle et très peu de gens vont suivre les films. Un sujet dont on a parlé en longueur et en largeur entre nous-mêmes quand on a parlé du FESPACO, mais également sur lequel on a eu des éclairages de Johnny Spencer Diop, sur la distribution, les nombreux problèmes du cinéma. Bon, mais nous restons optimistes en pensant que voilà, il y a déjà quelques salles qui commencent à ouvrir, ça et là. Donc, il faut espérer que cette tendance, cette mouvance continue et qu'on revienne dans les salles obscures où, comme Souley l'a déjà dit, la magie de ces salles où c'est des lieux de rencontre, d'échange, etc., de partage. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons terminer en vous montrant justement les films produits qui vont sortir ou qui sont déjà sur le marché du cinéma africain. C'est ta première mission. Ma première mission. Je vais te donner une autre mission. Je vais aller dormir là-bas. Quand ils se lèveront, tu me réveilleras. D'accord, monsieur. Lève-toi. Ils ne m'ont pas réveillé. On est perdus. On va entrer dans la jungle. Moi, il peut faire si froid dans ce jungle. C'est quand même en Afrique, non? C'est comment, Malaria? Je suis désolée, nous n'en avons pas. Descendez, vélo! Paysan? C'est comme ça qu'on m'appelle. Avec cette allure, c'est difficile de deviner ce que tu es. Et vous? Vous avez une femme? De ce côté-là, les Congolais, les Angolais et les Zimbabwéens. De l'autre côté, les Rwandais. Vous avez toujours peur, sergent?
Ne plus pouvoir distinguer l'innocent du coupable. Voilà ce qui me fait peur. Maybe I'm just a ghost now, floating through sin, long gone. Ouvre la porte, Moussa! Tu sais très bien, et puis tu as disparu de la circulation. Ça fait 3 mois. Mon argent ou rien. Donne! I don't want to die young. You are already dying, Mariam. Just face it. Fuck you. Just calm down, tranquille. I'm gonna kill your gat. Don't talk to me like that. Nous sommes venus d'au-delà des mers pour vous montrer la magie du blanc. Regardez! Tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les Blancs. Et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Dans cette partie principale de l'Afrique, il ne peut y avoir d'histoire proprement dite. Ces races primitives et son passé appartiennent à la préhistoire. Les Noirs sont peu favorisés du point de vue de la vraie mémoire. C'est vrai, notre histoire ressemble un peu à cette flamme que certains auraient aimé éteindre. Au fait, tu sais conduire? Bah oui, c'est une voiture, quoi. Bien. Alors, en route. Toutes vos connaissances ne valent rien si vous n'avez pas la charité ancrée dans vos cœurs. Tu croyais que les hommes aiment la vérité comme le bon Dieu? Voici la cellule où Nelson Mandela passa ses 18 ans de vie à Robben Island. Il réalise la vanité et les ambitions humaines. Je dois vous faire un aveu. Ici, je suis devenu plein de haine à l'égard des Blancs. Je fais une échographie. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Que vas-tu leur apprendre? Je leur apprendrai la vie. Je suis une battante. Ils feront ce que les autres font et que les anciens n'ont pas pu faire. Ils prendront leur part du gâteau. Their fears had no reason. Their hate was their poison. Their laws were our prison. Their love had no season. The future no vision. They killed father and son. Oh, what a long walk to freedom. Voilà, vous avez suivi les sorties, hein, les films qui ont été tournés. Ben, on a voulu vous les montrer pour vous inciter à aller les voir. Ben, comme ça, au moins, si vous n'aviez pas d'informations, maintenant vous savez qu'il y a des films qui sont là, qu'il faut aller suivre, et ça vous permettra d'avoir un aperçu assez large du cinéma africain et de soutenir ces artistes, ces cinéastes africains qui en ont besoin. Voilà, chers téléspectateurs, avec vous, nous avons voyagé en Côte d'Ivoire. Nous avons rendu hommage à cet illustre personnage qu'a été Bernard Dadié. Hein. Ensuite, nous avons reçu Mombeng Lebon, qui nous a parlé du conte, de ses choix, de sa passion. Ensuite, nous sommes passés aux rubriques de Innocente sur le certificat de virginité dans certains groupes sociaux dans le Maghreb.
Et ensuite, on a parlé des grossesses précoces, mais sous un angle nouveau par Diouf, qui nous a parlé justement du sort de ces enfants-là, qu'on oublie trop souvent. Ensuite, on a terminé par Fa Vélo de Clémence Paès, la malgache. Marie-Clémence Paès. Hein, Marie-Clémence, Paès. voilà, Paès qui a parlé, Innocent nous a parlé de son film Fa Vélo. Et nous avons terminé par les sorties en 2019 du cinéma africain qu'on vous invite à aller suivre. Merci d'avoir été fidèle à Expression. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt. Souley, merci d'avoir occupé cette place. Merci. C'est quoi tes derniers sentiments avant qu'on dise au revoir définitivement aux téléspectateurs, d'avoir occupé ce siège? Mes sentiments, comme je le disais tantôt, j'ai été honoré d'avoir eu l'occasion de parler de ce grand homme et de cette œuvre qui a accompagné beaucoup de jeunes Africains. Et je souhaite bonne continuation à Label qui a fait un plateau pour ce monument de la littérature. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment honorés par ce monsieur-là, qui c'est un exemple pour la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique et le monde entier. Hein. C'est un magicien du verbe, ce monsieur-là. Que Dieu ait pitié de son âme et lui accorde une place dans son paradis. Diouf, merci d'être venu à la maison. Merci Paul. Innocente, merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, à très bientôt. Passez un excellent week-end. Au revoir.